Bonjour, donc, je m'appelle Christian Godin, j'ai enseigné la philosophie et nous allons procéder à une visite philosophique du musée de Picardie à Amiens, ce qui signifie que la question du sens va être posée en premier. L'objet de la philosophie, c'est en effet le sens. Donc quand on est devant une œuvre, quel est le sens qui est au-delà de la signification? Pas simplement qu'est-ce que ça représente, mais qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça induit dans notre pensée, qu'est-ce que ça provoque dans notre imagination. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Godin, qui justement nous fait l'honneur de nous faire cette magnifique présentation, une présentation qui sera extrêmement riche puisque nous allons parcourir les 4 départements de peinture et traverser quand même une grosse période historique puisque nous allons traverser donc la partie archéologique et nous finirons par l'art contemporain. Et donc je vous invite à démarrer, Monsieur Godin, cette visite puisqu'il est 11h35. Oui, bonjour. Bonjour, donc Christian Godin, j'ai enseigné la philosophie et donc ce parcours philosophique signifie que nous allons nous interroger en 14 stations, puisque j'ai choisi 14 œuvres de styles et d'époques très différentes. La question du sens, c'est-à-dire qu'au-delà de la question de la signification, de la représentation, c'est-à-dire en gros qu'est-ce que ça montre, qu'est-ce que ça fait penser, quelles sont les valeurs, quelles sont les structures, etc. Des choses qui sont un peu cachées. Donc je ne vais pas du tout parler, ou presque pas, de la dimension historique des œuvres ou bien de la biographie de leurs auteurs, chose d'ailleurs pour laquelle je serais totalement incompétent, mais la question du sens, c'est-à-dire le style, la structure, la composition, la beauté, l'art, bien entendu, etc. Donc nous allons commencer par peut-être le plus difficile, parce que l'espace qui est autour de l'œuvre que je vais vous présenter est relativement exigu, et l'œuvre est très petite. Donc ce sera à peu près la seule, je pense, où vous serez obligé de faire un roulement pour la voir, cette œuvre, puisqu'il s'agit en fait d'une toute petite œuvre de quelques centimètres de hauteur, mais c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Elle a été découverte tout récemment près d'ici, à Amiens. C'est une œuvre préhistorique rarissime. Voilà, donc je vous invite à commencer ce parcours. Nous allons emprunter l'escalier qui va nous mener au sous-sol, au département d'archéologie, et voir et nous arrêter donc devant cette toute petite œuvre. D'une toute petite statue du corps, d'un corps féminin qui est marqué par un excès, une exubérance des caractères propres à la féminité ou à la fécondité d'une manière générale, c'est-à-dire les seins, les fesses, et dont la tête est abstraite, mais en revanche qui est surmontée d'une sorte de réticule qui pourrait faire penser à une coiffure ou bien des cheveux peignés. Alors ce qui est fascinant, cette œuvre qui a presque 30 000 ans d'âge, c'est qu'elle marque, disons, comme des œuvres analogues, la rupture radicale entre l'humanité et l'animalité. Parce qu'aucun animal, aussi intelligent soit-il, et j'insiste sur ce fait, parce que vous le savez qu'aujourd'hui, il est de mode de dire que finalement, il y a une sorte de continuité ou de confusion entre les deux, mais il y a tout de même des points de rupture, et ça, c'est un point de rupture radical. C'est-à-dire qu'aucun singe, aussi intelligent soit-il, n'a jamais fait une statuette de singe. Eh bien, de fait, quand on trouve dans la terre des objets qui sont ainsi sculptés, avec un souci de la forme, et en même temps de la déformation, parce que si cette statue est reconnaissable pour être une statue féminine, ou bien peut-être une idole de la fécondité, il n'en reste pas moins vrai qu'elle n'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'aucune femme n'a jamais eu cette apparence-là. C'est-à-dire que le propre de l'art, et ça c'est quelque chose qui finalement va parcourir toute l'histoire millénaire de l'art, c'est que quand bien même l'artiste s'inspire des formes de la nature, des formes réelles physiques, eh bien il travaille dans le sens de la métamorphose.
c'est-à-dire de la déformation, de la transformation des formes, qui peut aller d'ailleurs jusqu'à la stylisation et jusqu'à l'abstraction. Ici, nous sommes dans un art qui est déjà celui de la stylisation. Et c'est la raison pour laquelle nous, modernes, qui avons rompu avec plusieurs siècles de classicisme, qui avaient une certaine conception, entre guillemets, réaliste ou objective de la représentation, nous sommes sans doute plus à même de reconnaître la force esthétique de cette œuvre, comme si finalement une boucle était bouclée. Donc je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas cette petite œuvre, à la regarder. Ce qu'il y a également, une autre remarque, c'est que vous le savez, il n'y a pas de corps humain peint dans les grottes préhistoriques. Il y a des animaux. Toutes les fois que vous avez une figure humaine, c'est plus une silhouette qu'un corps à proprement parler. Donc il est tout de même assez énigmatique de penser pourquoi les hommes de la préhistoire ont-ils fait des statuettes qui sont d'ailleurs toutes féminines et non pas, et pourquoi n'ont-ils pas représenté leur corps? C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui peut évidemment nous conduire vers la piste d'une, disons, dimension sacrée, religieuse, probablement métaphysique de cette statuette, qui n'était probablement pas une statue, disons, de femme, comme on dirait qu'au XIXe siècle, on faisait des statues de femmes. Vous voyez. Donc, maintenant, nous sommes réduits à des hypothèses, puisque vous le savez, en absence d'écriture, nous ne pouvons pas savoir quelle était l'intention des hommes qui vivaient à cette époque. Bien entendu, si rapidement, hein, parce que malheureusement nous n'avons pas beaucoup de temps, puisque en 14 stations nous n'avons guère que 5-6 minutes par étape, mais si vous avez des questions rapides ou des objections, hein, parce qu'en philosophie, vous savez, comme je vous ai dit, c'est la question du sens. La question du sens, elle est très différente de la question de la vérité. C'est-à-dire que si le philosophe, c'est quelqu'un qui dégage du sens, il ne peut pas avoir la prétention de dire la vérité sur les choses. Il y a un écrivain qui s'appelle André Vercors qui avait écrit « Les animaux dénaturés ». Oui. Et pour distinguer l'homme de l'animal, c'est exactement ce que vous avez dit, c'était l'art. Ah oui, mais je connais le titre de ce livre, je ne l'ai jamais lu. Oui. Et ça fait partie, vous savez, ces mauvaises consciences qu'on traîne pendant des années. Voilà. On se dit, on est arrivé à un âge et on n'a même pas lu ça encore. Vous vous rendez compte, hein? Oui. Bien, je vous invite à voir maintenant la seconde. Tiens, les âmes des Égyptiens voudront bien me pardonner de faire l'impasse sur leurs œuvres, qui sont très belles. On va s'intéresser ici aux races grecques. Il y en a 3. Et en particulier celui le plus grand, celui de droite. Ce sont des vases qui ont été faits au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui est en gros la période qui correspond à l'émergence de la grande culture classique grecque. Ce sont des vases qu'on dit à figure noire, parce que, en effet, la caractéristique de ces peintures, c'est d'avoir été réalisé sur un fond relativement clair, ocre ou orange, et les figures noires qui sont dessinées avec une finesse absolument incroyable, très virtuose. Ces figures noires donc se détachent sur le fond plus clair. L'intérieur de ces figures, puisque ça pourrait être évidemment quelque chose de totalement confus et homogène, pour indiquer le pli des vêtements, le dessin d'une barbe ou d'une chevelure, et bien des traits en effet soulignent cela. Alors il y a dans ce vase un motif qui représente l'admission de Héraclès à l'Olympe, puisque vous le savez, le héros, c'était le héros Héraclès a eu ce privilège d'avoir été le seul à avoir été divinisé à la suite de ses exploits. Et bien sûr, la figure qui tient le bouclier, c'est une figure, c'est la déesse Athéna, et ce bouclier contient un motif qui est très étrange. Ce sont 3 jambes qui sont pliées, et ce motif s'appelle triskel, de 2 mots grecs qui signifient précisément 3 jambes. Alors ce qui est assez étrange, d'une part, c'est qu'en soi, c'est un motif qui est original, mais c'est aussi que ce motif-là, et le triskel par conséquent, qui est un terme qui sera utilisé aussi bien dans l'art gothique
qui sera utilisé pour certains motifs que l'on peut trouver de l'Irlande jusqu'à l'Inde. C'est un motif qui stylisé, alors on n'a plus les jambes, mais on a des courbes. Et bien ces trois courbes qui sont enfermées dans un cercle et dont on pense qu'elles ont une signification solaire. C'est-à-dire que ce soleil, la roue du soleil qui tourne, et si bien que la signification du triskel est assez voisine de celle du svastika, qui lui, vous le savez, a 4 branches au lieu de 3. Ce qu'il y a de très fascinant quand on étudie l'iconographie dans l'histoire de l'art, c'est de voir l'universalité ou la quasi-universalité de certains motifs. C'est-à-dire, comment se fait-il que des peuples et des cultures qui n'avaient aucun échange entre eux, des peuples qui ne se connaissaient pas, comment se fait-il qu'ils aient pu trouver d'eux-mêmes des motifs qui sont finalement relativement complexes? C'est-à-dire que 3 courbes inscrites dans un cercle, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et donc, il y a quelque chose qui montre dans l'art qu'il y a un fondement, un imaginaire avec certaines structures et certains motifs qui seraient sinon universels, du moins qui tendraient vers quelque chose d'universel. On pourrait faire d'ailleurs la même réflexion à propos des mythes et des légendes, dont vous savez en effet que grand nombre d'entre eux peuvent se retrouver aussi bien en Inde, en Grèce, en Amérique latine, etc. Donc il y a, disons, à côté, pas au-delà, puisqu'il n'y a pas un au-delà de la beauté, mais à côté de la beauté propre, esthétique de ces figures, quelque chose en effet qui nous donne à penser sur un universel humain représenté par ce symbole du triskel, et que l'on trouve sur nos cathédrales et sur nos églises en France même, même si ce n'est pas excessivement courant, mais malgré tout c'est quelque chose qui se trouve. Alors, vous savez que la statuaire antique a eu le même destin historique que les textes antiques, c'est-à-dire que nous n'avons pratiquement jamais les originaux, mais nous avons des copies de copies de copies de copies, et donc au cours des siècles, eh bien, nous avons pu avoir certains textes grecs grâce à cela, de la même façon que nous avons une certaine idée de la statuaire grecque grâce à cela, puisque il ne nous reste par exemple aucune œuvre originale de Praxitèle ou de Phidias. Alors ici il s'agit d'une copie romaine d'une statue, enfin d'une sculpture qui est très étrange et qui est très belle en même temps et qui évidemment est énigmatique pour celui qui n'a pas les clés pour interpréter une telle œuvre. Alors vous savez, c'est une question que tout le monde a débattue, c'est-à-dire est-il nécessaire de connaître le sens ou la signification d'une œuvre pour en apprécier l'esthétique, pour en apprécier la beauté? La réponse est évidemment non. Mais il est clair aussi que la compréhension du sens ne ruine pas, disons, l'esthétisme et la sensibilité que l'on peut avoir par rapport à cette œuvre. Alors cette œuvre, elle a été intitulée la triple Hécate. Hécate est une déesse grecque qui était associée au passage de la vie à la mort, associée aux enfers, et en même temps associée à 2 autres déesses, Artémis et Sélénée qui est la déesse de la lune. Et la triple Hécate, ça peut s'entendre ou bien comme étant les 3, disons, les 3 manifestations d'Hécate, les 3 figures de la même Hécate, ou bien alors Sélénée, Hécate et Artémis, Hécate n'étant que l'une des 3. Donc il y a là une sorte d'incertitude, de la même façon que Hécate comme déesse était la déesse des passages, là où il y a quelque chose d'incertain entre la vie et la mort, entre le printemps et l'hiver, de la même façon que la Lune était, vous le savez, un astre très énigmatique, pas seulement pour les Grecs, mais pour toutes les civilisations, parce que c'est un astre qui brille mais qui n'éclaire pas, c'est un astre qui ressemble au Soleil mais qui ne chauffe pas, c'est un astre en plus qui, la différence, qui se lève et qui se couche de façon qui peut paraître un peu désordonnée, et puis alors qui apparaît, ou bien qui disparaît,
et par conséquent, c'est de là que vient notre mot lunatique, c'est-à-dire un astre tellement changeant que ça semble être une contradiction dans ce que le ciel représente en termes de stabilité et d'éternité. Vous savez, les hommes ont toujours opposé le ciel éternel à la terre qui est transitoire. Les choses de la terre sont impermanentes, tandis que les choses du ciel sont permanentes, mais il y a des exceptions, et la lune en fait partie. Alors, ce qui est intéressant dans cette figure, c'est qu'elle matérialise le syncrétisme, la tendance syncrétique des religions antiques, romaines et grecques. C'est-à-dire, ce qu'on appelle syncrétisme en religion, c'est le fait d'associer en une seule figure eh bien, des divinités différentes. À l'époque romaine, en effet, les dieux étaient souvent, même d'origine très différente, comme un dieu égyptien et un dieu d'origine grecque, étaient associés en une seule figure. Et là, vous avez une forme de syncrétisme dans la mesure où la déesse Hécate est associée avec deux autres déesses, même s'il y a évidemment, la mythologie explique les liens et les passages. Vous remarquerez évidemment l'extraordinaire beauté et élégance de ces figures féminines, qui, à la différence évidemment de la figure stylisée de la préhistoire que nous avons vue tout à l'heure, tend vers un certain, entre guillemets, naturalisme. Il faut toujours mettre des guillemets à nature ou naturalisme quand on parle d'art, parce que la représentation n'est jamais strictement fidèle, c'est toujours une idéalisation. Mais disons qu'avec la statuette préhistorique, nous sommes dans la stylisation des formes. Ici, nous sommes dans une idéalisation, et vous savez que cette idéalisation est la marque, si on peut dire, de fabrique de ce qu'on appelle de manière très large l'art classique. C'est-à-dire de manière très large, puisque le classique en art, ça peut englober aussi bien le classicisme gréco-romain que le classicisme qui prendra naissance au moment de la Renaissance italienne, vous voyez, et puis ensuite au-delà avec l'âge classique français du XVIIe siècle. L'idéalisation, ça veut dire il y a un point de départ qui est celui de la nature, de la physique, de l'objectivité des formes, mais que l'esprit de l'artiste est capable en effet de choisir parmi ces formes celle qui tend vers la beauté, vers une beauté parfaite, vers une beauté idéale. Alors, une chose que les peintres italiens, qui frappera les peintres italiens, puisque vous savez que la statuaire gréco-latine sera véritablement découverte au moment de ce qu'on appelle, justement à cause de cela, en partie la Renaissance, c'est que la virtuosité consiste à donner l'impression d'un vêtement flottant et souple avec un matériau qui est par définition le plus rigide et le moins souple qui soit, à savoir le marbre. Voyez, comment avec le marbre donner l'impression non seulement de la forme et de la souplesse d'un corps fait de chair, mais ensuite de cette tunique très fine qui recouvre ce corps. Et c'est cela que l'artiste, évidemment, à l'époque de l'Antiquité, c'est cela que l'artiste a bien traduit et qui sera une source d'inspiration infinie pour les peintres à partir de la Renaissance en Europe. Le style, au moins par le style, un chapiteau roman. Il s'agit là d'un exemplaire particulièrement significatif de la façon dont les artistes du Moyen-Âge tiraient parti d'une contrainte formelle extrême qui était l'exiguïté de l'espace dont ils disposaient. Sculpter un chapiteau, parce que vous le savez, les chapiteaux, c'est ce qui surmonte une colonne. Sculpter un chapiteau est en effet un défi incroyable, surtout lorsque l'on prétend, et c'est ce que faisait l'artiste en faisant cette œuvre, lorsqu'on prétend retracer non seulement une scène, mais plusieurs scènes. Puisqu'en effet, dans ce chapiteau, qu'on appelle le chapiteau d'Adam et Ève, il y a un point de départ qui est la création d'Adam et Ève, qui sont donc au paradis. Il y a sur la face à laquelle se fait face, il y a sous la figure d'une tête plutôt de dragon que de serpent, le tentateur,
qui va convaincre, persuader Ève et Adam de manger la pomme et par conséquent de désobéir à Dieu. Et ensuite, donc, l'histoire se poursuit de manière quasiment continue, c'est-à-dire qu'en faisant le tour du chapiteau, à partir donc de la gauche jusqu'à derrière, on a en fait tous ces épisodes qui sont ramassés, condensés, avec des figures incroyablement expressives et qui se caractérisent par des traits stylistiques bien connus, comme par exemple la largeur des yeux ou la grandeur des mains. Surtout s'il s'agit d'ailleurs de la main de Dieu pour indiquer qu'il s'agit en effet de la toute-puissance, puisque la main, vous le savez, est un symbole de puissance. Il y a dans cette miniaturisation des scènes et ce ramassement, cette condensation, le détail n'est pas du tout sacrifié. Et on pouvait déjà dire quelque chose d'analogue à propos de la petite statuette préhistorique. Il y a là en effet toute une histoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les historiens d'art appellent ce type de chapiteaux les chapiteaux historiés, c'est-à-dire des chapiteaux qui représentent en effet un sujet, une histoire. Alors, comme il s'agit de chapiteaux faits pour les églises, ce sont évidemment des histoires tirées de la Bible ou bien de la légende dorée, en tout cas des histoires de contenu religieux. Il y a en même temps quelque chose de très troublant pour nous modernes. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art est destinée au regard, c'est-à-dire à nous. Ce qui n'était pas du tout le cas des sociétés, des cultures d'autrefois. Parce que songeons, vous savez, c'est une expérience de frustration que nous avons tous connue en visitant une cathédrale ou une église. Quand vous avez un chapiteau qui est à plusieurs mètres de hauteur, vous ne le voyez pas. Et là, il y a quelque chose qui nous interroge et qu'on retrouve un peu partout, en Inde, au Japon, etc. C'est-à-dire que ce que nous appelons œuvre d'art, c'est quelque chose qui est destiné à notre contemplation, à notre admiration. Tandis que, d'une part, ce concept d'art n'existait pas autrefois, et que d'autre part, ces œuvres que nous appelons œuvres d'art n'étaient pas destinées essentiellement à être vues ou contemplées pour leur beauté. Elles étaient d'abord destinées à exister. C'est-à-dire que de fait, même si ce n'était que Dieu qui pouvait voir un vitrail ou un chapiteau, c'était là la justification du travail de l'artiste. L'artiste ne travaillait pas comme quelqu'un qui devait s'adresser à un public. Vous voyez, on a souvent dit que les églises étaient comme des bibles à ciel ouvert ou des livres d'architecture. C'est une métaphore qui est un peu trompeuse parce qu'il ne faut pas croire que la chrétienté au Moyen-Âge apprenait beaucoup de choses avec les vitraux et les chapiteaux. Alors, encore une fois, l'essentiel c'est que ça existait. C'est nous qui avons inventé finalement un concept d'art très anthropocentré. Vous voyez, en Inde, vous avez des danseuses qui dansent sur la plateforme des temples et il n'y a aucun public parce que ces danseuses dansent pour les dieux. Vous voyez, eh bien, l'artiste qui a sculpté ce chapiteau ne le sculptait pas pour nous. Hein, donc il n'avait aucune idée, il ne pouvait même pas s'imaginer qu'un jour un tel objet pourrait atterrir dans un musée. Le musée, c'est un lieu où on peut dire qui transforme ce que Malraux appelait la métamorphose des dieux. C'est-à-dire que le musée, c'est le lieu qui transforme un objet qui autrefois était sacré, religieux, vénéré, etc., en œuvre d'art. Et il est clair qu'ici, le sens religieux de ce chapiteau, il n'a pas disparu, puisque le thème sculpté est d'origine religieuse. Mais disons que si le sens religieux n'a pas disparu, cette œuvre-là n'est plus religieuse. Et c'est la raison pour laquelle bien des cultures répugnent à se débarrasser ou à donner ou à vendre leurs œuvres pour qu'elles soient installées dans les musées. Parce que pour nous, le musée transfigure une œuvre, alors que pour des cultures traditionnelles, le musée peut être une véritable opération de blasphème, de désacralisation. Parce que par définition, les œuvres qui sont dans un musée ne sont plus sacrées, ou alors si elles le sont, c'est dans un sens métaphorique, c'est-à-dire que quand nous disons que quelqu'un, un vandale par exemple, qui brûlerait un tableau ou bien qui casserait une statue, mais ce n'est plus le sacré au sens religieux du terme. Le sens du musée que de faire coexister des œuvres
qui, dans la réalité historique, évidemment, non seulement s'ignoraient les unes les autres, mais se seraient repoussées avec la dernière détermination. C'est-à-dire que le musée, tel que Malraux, que j'ai déjà cité, appelait le musée imaginaire, le musée, en effet, c'est un lieu utopique, puisque c'est un lieu qui fait coexister des siècles, des cultures qui s'ignoraient et qui, si elles s'étaient connues, se seraient repoussées avec beaucoup de véhémence. Vous imaginez l'attitude d'un Grec face à une statue aztèque ou même une statue chinoise. Donc ici, c'est aussi une manière de dire, vous savez, en art, il y a une évolution, il y a une histoire de l'art. Mais il y a un terme dont il faut se débarrasser pour comprendre cette histoire, c'est le terme de progrès. Nous avons tendance à penser qu'il y a en art un progrès dans la façon de représenter, de dessiner, etc. Et on se rend bien compte que cette idée de progrès, qui d'ailleurs ne fonctionne pas toujours très bien, même dans les domaines où elle fonctionne bien, c'est-à-dire par exemple en technique ou en sciences, cette idée de progrès est complètement inopérante dans le domaine de l'art. Picasso n'est pas un plus grand artiste que l'artiste anonyme qui a fait la petite statue de la dame de Rénancourt. Alors si je m'arrête devant, si nous nous arrêtons devant ce tableau de Jules Lefebvre, qui date de la fin du XIXe siècle, c'est que la scène représentée est impressionnante en elle-même, la dimension de la toile est impressionnante, c'est une peinture qui est assez représentative de la fin du siècle dernier, très influencée par le symbolisme, et en même temps pensez qu'à la même époque, vous avez des gens comme Van Gogh, comme Gauguin, comme Monet, qui peignaient. Tout ceci pour dire que l'histoire de l'art, c'est pas l'histoire c'est pas un sens unique, c'est pas une voie unique. Il y a toute une ramification et que souvent nous avons tendance à ne garder qu'une seule ligne aux dépens d'autres qui peuvent être intéressantes. Alors il est clair que ce tableau n'est pas un chef-d'œuvre de l'art au même titre que les grands tableaux de Titien ou de Delacroix. Il n'en reste pas moins que c'est un tableau qui, picturalement, est extraordinairement bien fait. Vous voyez par exemple la perspective en contre-plongée, on dirait au cinéma. D'ailleurs, ceci nous permet de constater que les grands plans du cinéma, la façon de placer la caméra, on peut dire, avant même l'invention du cinéma, ce sont les peintres qui l'ont inventé. Plongée, contre-plongée, gros plan, arrière-plan, plan moyen, etc. Vous avez ça dans toute l'histoire de la peinture. Alors, évidemment, la scène est indéchiffrable si on ne connaît pas l'histoire dont elle est inspirée. Il s'agit de Lady Godiva, c'est une légende anglaise, une jeune femme qui était l'épouse d'un homme important, qui était, je crois, le seigneur d'une ville anglaise, de Coventry, et ce seigneur pressait toute la population de la ville d'impôts insupportables. Et Lady Godiva, donc son épouse, essayait de persuader son mari de lever un petit peu la main et d'alléger les taxes. Et le mari ne voulait pas. Et le mari, qui avait toute confiance dans la pureté et la chasteté de sa femme, disait « Je n'accepterai que si tu te promènes nu sur un cheval à travers toute la ville. » À la condition, bien entendu, que toutes les maisons soient fermées. Alors, à la grande surprise du mari, Lady Godiva accepte. Mais, justement, elle pose cette condition que toutes les maisons soient closes, toutes les fenêtres, toutes les portes, afin qu'aucun des habitants de la ville ne puisse la voir dans cette situation. Il n'y a qu'un seul homme qui a, dit la légende, désobéi au vœu de Lady Godiva. Cet homme, on ne le voit pas, mais on voit des pains sur la boutique d'un boulanger à gauche de la tête de la servante qui tient les rênes du cheval. C'est un boulanger et on dit ou bien qu'il a été exécuté ou bien que ses yeux sont brûlés de façon miraculeuse, le fait d'avoir vu en effet, d'avoir enfreint le pari, en fait, le contrat qui avait été fixé par cette jeune femme. Donc vous voyez la pureté, la chasteté, elle est tout de suite indiquée par les deux colombes qui sont en bas et à droite du tableau, pour bien indiquer en effet qu'il s'agit là, et puis en même temps elle a une attitude de mortification. On sent que pour elle c'est une humiliation,
Mais la grande force justement de cette attitude, c'est que c'est le prix qu'elle payait, elle, pour soulager la misère de tous les habitants de sa ville. Une référence religieuse, regardez en haut à droite, cette ville qui fait face à la face. Ah, vous avez raison. Probablement, c'est la Vierge, probablement. Oui, monsieur fait remarquer que la statue en bois qui orne la maison qui est à droite est probablement la statue de la Vierge et que par conséquent, cela implique, évidemment, renforce le sens, disons, le contexte religieux de cette scène. Alors, ce buste est évidemment curieux et intéressant à plusieurs égards. C'est un buste qui a été réalisé par un sculpteur, on pourrait dire académique, hein, comme toutes les sculptures que nous voyons là. Vous voyez, il faut penser aussi que nous sommes très loin de Rodin, sans parler de Bourdelle, etc. Et ici, nous sommes donc à la fin du XIXe siècle. C'est la sculpture dont le titre est Salem, nègre du Soudan, et donc qui fait partie de ce grand courant, on peut dire, d'exotisme et d'orientalisme qui a caractérisé en effet une partie de l'art occidental, de l'art européen au XIXe siècle. Il est évident que ce type d'œuvre est lié aux entreprises de colonisation qui ont été effectuées par les Européens durant ce siècle. Ce Salem nègre du Soudan, malgré tout, quand on le voit, on se dit, comme d'ailleurs les peintures d'Africains réalisées par Rubens, il y a déjà 2 siècles, presque 3 siècles de cela, au début du XVIIe siècle, il s'agit là d'une figure qui non seulement est respectueuse de son sujet, mais qui idéalise, dans un sens académique, mais un sens académique qui n'est pas péjoratif, qui idéalise en effet ce sujet. Sur un plan, disons, purement esthétique, c'est évidemment le contraste entre la couleur blanche du marbre et la couleur foncée du bronze, qui représente le visage foncé de cet homme, qui évidemment est quelque chose de très frappant. Vous savez que l'association de matériaux divers est quelque chose que vous trouvez déjà dans la Grèce ancienne, puisque les Grecs, en effet, faisaient des statues qui pouvaient associer, par exemple, le cuivre et l'ivoire, ce qu'on appelle les statues chryséléphantines. Et ici, le contraste entre le noir du visage et le blanc de la capuche, du gurnou, eh bien, est quelque chose d'esthétiquement extrêmement fort. Alors maintenant, vous savez qu'il y a tout un procès qui a été fait, qui est en cours depuis quelque temps, depuis l'ouvrage fondateur d'Edouard Saïd, un procès contre l'orientalisme européen qui aurait été finalement la branche artistique de l'impérialisme occidental. Alors, on veut bien comprendre les arguments, c'est-à-dire que de la même façon que les peintres et les hommes, d'une manière générale, ont instrumentalisé le corps des femmes en faisant des nus en peinture dont on peut se demander si ce n'était pas le prétexte pour autre chose. De la même façon, on peut avoir un certain soupçon sur la démarche qui a conduit en effet les Européens à s'approprier ainsi les formes, les objets, etc. Mais est-ce que cet argument vaut dans l'absolu? Parce que n'eût-on pas dit s'il n'y avait eu aucune représentation de l'Orient, de l'Afrique, des autres cultures en Europe? Que n'eût-on pas dit si l'Europe avait vécu dans l'ignorance totale des autres peuples et des autres cultures? Donc on voit en effet que les arguments qui consistent à dire « vous représentez des Africains alors que vous n'êtes pas vous-même africain », vous savez qu'aujourd'hui ce type de raisonnement est quelque chose d'extrêmement courant, c'est un raisonnement de mauvaise foi. Parce que vaut-il mieux? Est-ce qu'il vaut mieux accueillir chez soi les œuvres et les objets et les figures des autres cultures ou faire comme si elles n'existaient pas, voyez? Donc ceci, évidemment, n'appartient pas
plutôt appartient davantage à l'histoire politique qu'à l'histoire de l'art. Mais l'art n'a jamais été complètement, disons, séparé de la dimension politique, aussi bien dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Et il est clair que même si cela ne touche pas la beauté esthétique d'une œuvre, son style, eh bien, il n'en reste pas moins vrai, évidemment, que le sens politique et historique des œuvres d'art doit être interrogé. Extraordinairement célèbre à son époque, bon, son aura a un peu pâli, hein, parce qu'il a souffert, évidemment, de l'extraordinaire diffusion et popularité de l'impressionnisme ou bien de peintres réalistes comme Courbet. Enfin, toujours est-il que nous sommes en présence, évidemment, d'une œuvre qui nous fait nécessairement, qui nous fait rêver ou qui nous fait songer à quelque chose d'assez insaisissable. Parce que, vous voyez, tous les personnages sont peints d'une manière qu'on pourrait dire globalement réaliste, figurative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déformation du moins apparente et les scènes sont facilement identifiables. Maintenant, nous sommes dans quelque chose d'irréel. D'abord à cause de la couleur, qui est une couleur pâle, pâlie, qui évoque quelque chose de lointain, comme une sorte de terre d'utopie, ou un âge d'or qui aurait précédé notre monde, avec des personnages qui évoquent vaguement l'Antiquité gréco-romaine. Le titre est d'ailleurs un titre latin qui signifie jeu pour la patrie, pro patria pour la patrie, ludus, c'est le jeu, pensez à l'adjectif ludique, c'est-à-dire jeu patriotique. C'est un titre qui pourrait être déterminé seulement par le groupe de jeunes gens, de jeunes hommes qui s'entraînent à des exercices olympiques. Il y en a un, par exemple, qui s'apprête à lancer un javelot. Les tuniques, la poitrine nue des personnages évoque en effet une sorte de terre d'Arcadie, c'est-à-dire une sorte de pays ou de lieu où il n'y aurait pas de violence, pas de guerre, pas de misère, où la seule, disons, infirmité est due à l'âge. Il y a deux personnages de vieillards, et encore, nous n'avons pas l'impression que ces vieillards évoquent la décrépitude, ils évoquent plutôt une sorte de sagesse. Donc, on est ici dans une peinture avec un art qui s'inscrit dans un courant très général, à la seconde moitié du XIXe siècle, qu'on appelle le symbolisme, qui est un terme d'ailleurs qui est un peu équivoque, parce qu'à vrai dire, il n'y a pas de symbole. Vous voyez, dans ce tableau, il y a quelque chose qui évoque. Ce n'est pas un tableau qui représente, ce n'est pas un tableau qui imite, évidemment encore moins, mais c'est un tableau qui évoque, et qui évoque quelque chose qui n'est pas réel, puisqu'il s'agit en effet d'un passé qui n'a probablement jamais existé. D'ailleurs, il est assez frappant de voir ce qui confirme qu'il y a quelque chose d'un peu hiératique dans l'attitude des personnages. Même les personnages qui sont en mouvement, comme la jeune femme à gauche qui est debout, ou bien le lanceur de javelot, on a l'impression qu'ils sont plus arrêtés dans leur mouvement que dans l'action même. Le musée de Picardie possède une collection tout entière d'œuvres de Puvis de Chavannes. Il y en a non seulement à gauche et à droite, mais également dans le grand salon qui se trouve derrière nous. À gauche, on a les femmes au tableau et au centre, la guerre. Vous avez raison, et ça correspond tout à fait à la discrimination que les Grecs ont introduite dans l'histoire. C'est-à-dire que les Grecs, c'est les inventeurs du gynécée. C'est les inventeurs de la place publique, d'où les femmes étaient. Oui,
c'est pas une représentation grecque, ça date du 19e. Bien sûr. Or, on sait par exemple que dans cette région, les femmes du Moyen-Âge, dans cette région par le droit coutumier, avaient beaucoup plus de droits qu'elles n'en ont eu après, et surtout après la Révolution française qui leur a retiré une partie de leurs droits. Oui, mais d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il serait erroné, me semble-t-il, de faire une lecture historique de ce tableau. C'est-à-dire que c'est un tableau qui relève davantage de la fantasmatique personnelle du peintre que d'une quelconque réalité historique. Même s'il y a des éléments historiques. Ça montre juste quels sont ces codes de pensée. Oui. Les hommes au centre, les femmes tout le monde. Oui, 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 tout à fait. Une représentation qui est typiquement genrée et qui est typiquement masculine. Je dirais patriarcale. Bien, je peux vous paraître être un spécialiste, mais vous savez, un philosophe n'est spécialiste de rien du tout. Je n'ai eu pris connaissance de ce musée qu'il y a 2 jours, et quand j'ai été dans les différentes salles, la chose qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est pas forcément les plus belles, mais c'est tout de même quelque chose d'impressionnant parce que bon, j'ai été dans un certain nombre de musées en France et ailleurs. C'est la première fois que j'ai vu de telles œuvres, dont j'ignorais d'ailleurs complètement le nom. J'ai appris qu'il s'agissait donc de puits, comme un puits, P-U-Y, un puits au sens de la montagne. En fait, c'est une dérivation, paraît-il, de podium, qui veut dire pilier ou estrade. Et on appelle ces œuvres les puits d'Amiens, parce que la cathédrale d'Amiens, en effet, recevait chaque année une œuvre de ce genre d'une congrégation de Notre-Dame, donc une association de laïcs et de clercs, et chaque année donc était offert à la cathédrale un tableau. Donc vous voyez ici, il s'agit d'œuvres du début du XVIe siècle, et ces œuvres sont dans un cadre absolument incroyable, qui est un cadre de style gothique, en bois, gothique flamboyant, c'est-à-dire le dernier gothique, le gothique qui est le plus travaillé, le plus compliqué, avec les pinacles, les clochetons, les gables miniatures, les clés de voûte, etc., etc. Enfin bref, toutes les caractéristiques de l'architecture gothique. Si bien qu'en fait, ces cadres sont comme une petite église, une petite cathédrale, et ces œuvres étaient comme une petite église dans la grande église qui est la cathédrale d'Amiens. Ces peintures qui sont l'œuvre de maîtres anonymes, à ma connaissance, je crois qu'on a répertorié... On parle pour cela de maître d'Amiens, après plus tard on parle on connaît l'artiste à Magie Prieur, mais cela on pense que c'est un groupe d'artistes mais plutôt flamands. Oui. On trouve la peinture flamande. Mais on n'a pas de traces en effet d'archives, donc l'idée c'est l'appellation maître d'Amiens. Oui, quand on dit maître, ça veut dire qu'on a identifié un auteur comme étant l'auteur de plusieurs œuvres, mais on ne connaît pas son nom, son patronyme, c'est ça. Donc, ce qu'il y a d'admirable dans cette peinture, c'est à la fois la clarté de la composition et l'extraordinaire complexité du contenu, puisque vous avez une multitude de personnages. Alors qu'il pourrait donner l'impression d'une sorte de chaos désordonné, vous avez au contraire une composition extrêmement rigoureuse. Vous avez un axe de symétrie verticale qui passe par la femme qui est en bas, vous avez la Vierge Marie qui tient l'enfant donc à peu près au milieu, et puis vous avez l'arbre qui va jusqu'au ciel, donc vous avez un axe vertical très largement déterminé, et puis la composition par bande horizontale s'étage en gros en 3 parties, si on considère en effet que la première partie est constituée par les personnages qui sont au premier plan, tout en bas. La deuxième partie, c'est les rangs des personnages ainsi que la Vierge Marie. Et puis une troisième partie qui partirait de la racine de l'arbre, de la souche de l'arbre, et qui ensuite s'enfuit dans une perspective qui est très belle, qui est très évocatrice, où vous avez à la fois des bâtiments, des montagnes et un fleuve qui s'échappe sans doute vers la mer ou une baie.
Et donc ici, évidemment, cette tripartition sur le plan religieux, elle est bien connue, c'est la tripartition de la terre, du ciel et de l'espace intermédiaire. Et le sens religieux de ce tableau, c'est que Marie est l'intercessrice, celle qui intercède, celle qui fait la médiation entre le niveau de la terre, les notables qui sont au premier plan en bas, et puis, disons, le ciel. L'arbre, qui est un arbre imaginaire, puisqu'il s'agit d'un palmier qui porte des fruits qui ne sont pas des dattes ou des fruits de palmier, d'autant plus imaginaire que si c'est un peintre flamand, vous savez qu'en Flandre ne pousse pas beaucoup de palmiers, et qu'à l'époque, à moins d'avoir fait un voyage en Italie, les peintres se peignaient d'après des gravures, des dessins qui étaient plus ou moins réalistes. Enfin, toujours est-il, on peut penser que cet arbre évoque le fameux arbre de vie qui est mort à la suite du péché originel au paradis et qui reverdira, si on peut dire, avec la croix, c'est-à-dire au sacrifice de Jésus. Et donc, le sens évidemment de ce tableau, c'est, disons, l'exaltation, la vénération de la figure de la mère du Sauveur, et comme étant la figure qui intercède entre les pécheurs que sont les hommes et Dieu. On trouve d'ailleurs une structure analogue, pas tout à fait pareille, mais enfin analogue, dans les autres tableaux, mais celui-ci me semble particulièrement représentatif. Alors quand on s'approche, on s'aperçoit que l'artiste a pris soin d'individualiser les visages. Il n'a pas simplement, vous savez, comme dans les mauvais films aujourd'hui, qui sont faits par des moyens électroniques, où vous avez des pixels qui représentent une foule de plusieurs milliers de personnes, puis en réalité vous avez la même personne qui reproduit un nombre indéfini de fois. Non, là vous avez vraiment une individualisation forte des personnages. Donc les notables, ensuite vous avez les gens de pouvoir, et puis les gens de religion, donc vous avez la tripartition de la société, les bourgeois, les hommes de pouvoir, c'est-à-dire les rois, empereurs, etc., et puis les hommes d'église, et puis tout en haut vous avez évidemment les saints, etc. Exactement. Oui, oui. Alors là, évidemment, c'est complètement imaginaire, parce que la cathédrale d'Amiens qui est au bord, comme ça, oui, oui, l'artiste, effectivement. Ces tableaux étaient accrochés aux piliers de la cathédrale. Et puis, au XIXe siècle, le chanoine de la cathédrale, ou l'évêque, je ne sais pas, on avait assez de voir tous ces tableaux s'accumuler au fil des ans, et puis donc, il y en a beaucoup à cette époque-là qui ont été détruits. Au XVIIIe siècle, voilà, il y a eu une crise des chanoines au sein de la cathédrale. En fait, certains chanoines se seraient cognés sur le cadre, et donc il y a eu... En fait, il faut s'imaginer que au XVIIIe siècle, la cathédrale ressemblait à un musée à ciel ouvert, avec d'un côté tous ces ensembles peints, et aussi il y avait une mode, grâce à un artiste qui s'appelait Blasset, du puits sculpté. Donc il y avait un ensemble de sculptures, de peintures. Donc la cathédrale il y avait un entassement sur ses piliers, donc ça avait aussi un poids certain sur les piliers. Et donc il y a eu cette volonté en fait de massacre, on peut parler de massacre, puisqu'il n'en reste que 30, peut-être 10% ouais, sur le reste. Donc oui, les autres ont été pulvérisés, utilisés pour devenir des parquets, portes de poulailler, des placards. Voilà. Et après, c'est une question de mode, en fait. Comme c'était beaucoup d'époques, ils ont pu être sauvés. Ma connaissance, c'est unique. Ah oui, c'est unique. Une confrérie qui durait aussi longtemps et avec une production aussi intense, puisque chaque année, le maître élu le 2 février avait pour obligation, c'était dans les statuts, de commander une œuvre qui était accrochée le jour de Noël sur un des piliers de la cathédrale. Il y avait un concours de poésie, tout à fait. D'ailleurs, donc vous avez le maître qui est représenté avec un phylactère, c'est ce qu'on appelle sa devise palinodiale. La devise palinodiale, c'est un décasyllabe, c'est une devise qui devait être reprise dans le chant royal, qui devait être repris par les rhétoriciens pour le refrain de ce chant royal. Donc c'était un exercice à la fois artistique et aussi littéraire, puisqu'il y avait ce concours de chant royal. C'est ce qu'on appelait le palinode. Le palinode, oui.
Il y a encore des puits, mais c'est principalement. Enfin, il y en a 3. Donc c'est un ensemble qui est tout à fait remarquable et rare, 3 Chardin. Vous savez, un peintre qui est, on peut dire, une figure absolument majeure dans la peinture, pas seulement française. Et nous avons là 3 natures mortes. On va s'attacher plus particulièrement à celle de droite, qui représente en effet sur une table, donc il y a une serviette avec un pot à épices, avec des branches de légumes, je crois que ce sont des blettes, hein, et puis un morceau de viande, un pot à crème. Donc ce qu'on appelle la nature morte, et que vous le savez peut-être, les Hollandais et les Anglais appellent plutôt nature tranquille, nature silencieuse. D'ailleurs, cela nous montre à quel point la désignation dans le domaine de l'art, mais pas seulement, peut nous induire un peu en erreur. Vous voyez, c'est pas la même chose de dire une nature silencieuse et une nature morte. De la même façon que c'est pas la même chose de dire le cinéma muet et le cinéma silencieux. Parce que nature morte, il y a quelque chose de quasiment inquiétant ou de négatif. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que dans les natures mortes, il n'y avait pas quelque chose d'inquiétant. Il faut bien penser que c'est un genre qui est né dans un contexte qui est un contexte calviniste ou puritain, janséniste, qui est la Hollande du XVIIe siècle. On peut dire que ce genre de la nature morte a été particulièrement développé. Et Chardin, à l'époque, c'est-à-dire dans la France du XVIIIe siècle, a été l'un des rares à pratiquer ce genre, et en tout cas, c'est lui le maître de ce genre. Évidemment, ce qu'il y a d'inquiétant et de troublant avec la nature morte, c'est l'absence de toute présence humaine, et que la présence humaine n'est qu'indirecte. Parce qu'on se doute bien, quand on voit une table à prêter, c'est le cas par exemple de nombreuses natures mortes hollandaises, quand vous avez le citron qui est découpé déjà en rondelles, quand vous avez des huîtres ouvertes, vous voyez bien que, ou bien il va y avoir un repas, ou bien le repas est terminé, il y a des restes sur la table. Donc il y a une présence humaine, soit antérieure, soit postérieure, qui est simplement suggérée par le tableau. Ce qui est frappant, c'est que cette absence de l'homme, de la figure humaine, et cette absence de dramaturgie, parce qu'il n'y a aucune histoire qui est racontée, il y a simplement des choses. Et à partir du moment où le peintre ne peint que des choses, à ce moment-là, on se dit, il est dans cette voie qui va conduire à une certaine conception très moderne de l'art, à savoir qu'un peintre ne peint rien d'autre qu'une peinture. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde un portrait, on a beau savoir évidemment que c'est une peinture, on ne peut pas s'empêcher de voir que c'est la représentation d'un visage, d'un corps, etc. Avec, et bien sûr, la nature morte, on peut dire la même chose en disant c'est un morceau de viande, c'est de la serviette. Mais ce qu'on appellera la peinture pure, comme par exemple on parlera de musique pure ou de poésie pure, c'est-à-dire une peinture qui ne fait rien d'autre que de la peinture. Une peinture qui n'est plus dépendante de l'histoire qu'elle raconte, du sujet qu'elle traite. C'est-à-dire qu'à la limite, les objets ne sont que des prétextes qui permettent aux peintres de montrer toute l'étendue de leur art. Et là, Chardin, on peut dire qu'il fait rupture par rapport à son époque. Parce que quand vous songez qu'il est le contemporain de Fragonard, de Boucher, enfin, les grands peintres français du XVIIIe siècle sont des peintres qui racontent une histoire ou qui peignent des individus. Quoique le tableau suivant, et c'est une transition habile, le tableau suivant va nous permettre de voir que même quand on était face à un portrait, quand on peint un visage, on fait aussi avant tout de la peinture. Ce qu'on a tendance à oublier, et comme on oublie tout, on est un peu victime de cette illusion, et celle du spectateur de cinéma, quand il voit un film, il pense qu'il est dans une histoire, alors qu'il oublie qu'il est devant des images. Vous voyez, et que l'habileté d'un film, c'est de faire oublier que c'est une succession d'images. De la même façon que l'habileté d'un peintre, c'est de faire oublier que c'est une peinture. Comme si on assistait à quelque chose qui s'inscrivait dans le réel. Remarquez que la quasi-totalité des peintures des musées du monde entier sont inscrites dans un rectangle. Première observation. Deuxième observation, il n'y a aucun rectangle dans la nature. Dans la nature, vous pouvez avoir des choses rondes.
le soleil, la coupe d'un arbre, aucune chose n'est rectangulaire. D'où vient que l'être humain a inscrit les tableaux dans un rectangle. Les rectangles, nous vivons au milieu. Ce petit carnet que j'ai, il est rectangulaire, la feuille de papier rectangulaire, les portes sont rectangulaires, les fenêtres sont rectangulaires, les écrans sont rectangulaires, etc. On pourrait dire la chose suivante, notre champ de vision, ça ne colle même pas, parce que notre champ de vision, il n'est pas rectangulaire. D'abord, il n'a pas de limite déterminée, il n'y a pas un hors-champ du champ de vision. Vous savez que quand vous déplacez un objet de votre champ de vision, vous le voyez de plus en plus flou, de moins en moins, et à un moment donné, vous ne le voyez plus, quand c'est vraiment trop à gauche ou trop à droite, complètement derrière, mais votre champ de vision n'est pas inscrit dans un cadre rectangulaire. Il y a là quelque chose de très troublant. C'est-à-dire que c'est un artifice, un artefact culturel, qui n'a aucun support, disons, naturel. C'est un artefact culturel qui est totalement, disons, arbitraire, et en même temps qui s'est imposé dans sa nécessité, dans sa logique. À tel point que, bien sûr, on a peint parfois des sujets dans des cadres ronds ou ovales. C'est rarissime. Vous voyez, dans cette salle, il n'y en a pas un seul. Il y en a deux. Il y a deux là. Ah, Inscrit dans la même le cadre. Même le cadre. Il essaye de rectifier. Voilà. Bon, alors. Bon, alors, c'est un tableau, le titre, c'est Tête d'un vieillard, c'est de Fragonard, donc le contemporain Chardin. Vous voyez déjà la différence de style de deux contemporains. Puis alors, si vous avez en tête, je ne sais pas, Greuze, Boucher, alors, ce qui est assez frappant avec ce type de peinture, alors, bon, c'est une façon de parler qui est outrancière et un peu bête, mais c'est la modernité quand même de la façon dont le pinceau a été jeté sur une toile. Vous savez qu'aujourd'hui, grâce à la radiographie, au rayon X, on est capable de savoir comment le peintre a placé son pinceau, les poils de son pinceau sur la toile, et c'est ainsi qu'on arrive à découvrir quels sont les faux, quels sont les authentiques, parce qu'il n'y a pas deux manières identiques de mettre la touche, la couleur sur... Ici, il s'agit d'un tableau qui est fait à large, avec des couleurs empâtées, avec des coups de pinceau qui sont presque rageurs, et en même temps qui dégagent une force et une expression qui sont assez étonnantes par rapport, encore une fois, aux peintures très léchées et très bien dessinées. Vous savez que c'est un vieux conflit entre la couleur et le dessin. On dit qu'il y a des peintres qui sont plutôt des coloristes et d'autres qui sont plutôt des dessinateurs. C'est un vieux conflit qui remonte au moins au XVIIe siècle et même plus haut. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des peintres qui peignent à partir d'un dessin bien établi. Le cas, c'est évidemment, le cas emblématique, c'est Raphaël. Et puis d'autres dont le dessin surgit de la peinture elle-même. Et le peintre emblématique de ce type de procédé, c'est évidemment Rembrandt. Donc en gros, vous avez la peinture comme Raphaël ou la peinture comme Rembrandt. Ici, on est plutôt dans le cas, disons, d'une peinture dont le dessin, c'est-à-dire l'apparence de ce visage, de ce vieillard, qui est à la fois irréel, puisque évidemment, on ne rencontrerait jamais dans la rue quelqu'un qui a une tête semblable. Eh bien, malgré tout, la force de l'art, c'est que dans son monde irréel, il vous donne à voir et à découvrir même. À voir, à découvrir, parce que pour la première fois, vous voyez, pour la première fois, on voit ces couleurs. Il faut bien se rendre compte que le génie d'un peintre, c'est d'inventer des couleurs. Vous voyez, pas forcément d'inventer des sujets, des formes, mais inventer des couleurs. Ce type de couleur, cette composition, elle ne se trouve nulle part ailleurs. Et de la même façon que tout à l'heure, je vous disais qu'un rectangle n'avait pas été tiré de la nature, puisque dans la nature, il n'y a aucun rectangle. Dans une forêt, il n'y a aucune couleur qui soit celle d'un tableau de Fragonard. Vous voyez, même si les couleurs ont une origine naturelle, puisqu'au départ, les pigments avaient une origine minérale ou animale, ou végétale, eh bien, il n'en reste pas moins que le peintre invente ces couleurs, comme on peut dire qu'un artisan invente la forme d'un objet. Alors, Raphaël Picasso, qui
savez, a travaillé 80 ans. Je crois que son catalogue comporte plus de 200 000 numéros. Que ce soit un peintre, un artiste, d'une fécondité absolument incroyable. Et à la fin de sa vie, donc, il a peint toute une série. Alors la série en peinture, elle remonte assez loin. Mais pour pas trop remonter loin, vous savez que Monet a peint une série de cathédrales de Rouen, une série de moissons. C'est-à-dire que, de la même façon qu'en musique, vous avez un exercice qui s'appelle thème et variation. Il y a quelque chose d'analogue en peinture. Et le peintre peut être tenté, en effet, de varier à partir d'un thème. Ici, le thème, c'est l'artiste et son modèle. C'est le titre de cette série. Picasso en a fait des dizaines. Celui-ci est un des plus beaux, enfin des meilleurs. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'est une belle peinture, puisque vous savez que la valeur de beauté est une valeur que les arts contemporains ont rejetée de façon explicite. Il y a eu une véritable révolution esthétique à partir, on pourrait dire, du cubisme, début du XXe siècle, où la beauté n'était plus la valeur rectrice de l'art, ni la valeur rectrice du travail de l'artiste. Non seulement l'artiste avec autre intention que la beauté, mais on peut dire que les artistes contemporains ont pris la beauté comme une tentation à laquelle il fallait résister. Ce qui fait que le décrochage c'est ça qui a fait le décrochage entre le grand public et l'art. Pourquoi le grand public s'est-il jeté à corps perdu dans le cinéma? Parce que la figure humaine, le corps humain, avait été déserté par les arts qui étaient les supports millénaires de ces réalités, à savoir la sculpture et la peinture. Et à partir du moment où les sculpteurs et les peintres ont renoncé précisément à la figuration, à ce moment-là, non seulement le grand public s'est senti trahi, mais en plus il s'est réfugié dans les formes qui sont les plus élémentaires de la figuration, à savoir la photographie et le cinéma. Alors ici, vous avez un jeu de regard qui est très troublant, qui est d'ailleurs un jeu que Picasso avait déjà repéré dans les Ménines de Velázquez, et sans doute cette thématique du peintre et de son modèle dérive lointainement du célèbre tableau de Velázquez, sur lequel d'ailleurs Picasso a lui-même fait toute une série de variantes. Le peintre est à droite, il tient à la main une palette, il est représenté à la fois de profil et de face. Picasso retrouve ici un thème cubiste, d'origine cubiste, donc 80 ou 70 ans auparavant. Une figure qui est à la fois, donc, qui est dédoublée, qui est à la fois de profil et de face. Et à gauche, vous avez une figure féminine dont le corps est totalement, c'est comme s'il avait été compressé, puisque la tête, en effet, occupe presque la moitié. On voit la poitrine, le ventre et le pubis qui est presque exagéré à la manière, même on pourrait presque dire, d'une idole préhistorique. Et il y a ici un jeu de regard qui, évidemment, pose la question de cette captation qui peut être d'ailleurs violente, et qui est violente. La captation par le peintre du modèle, du regard. Vous savez que dans toutes les cultures, ça remonte très très loin dans l'imaginaire humain, le regard, c'est une force qui peut être dangereuse, qui peut être mortifère, violente, et cette violence-là, elle existe aussi dans le rapport que le peintre peut avoir avec son modèle, et aussi dans le rapport qu'un metteur en scène peut avoir avec ses artistes. C'est quelque chose qui est aujourd'hui de mieux en mieux conscient, de plus en plus conscient. Voyez, donc il y a là quelque chose qui est une captation, et on sait que Picasso avait un imaginaire qui était un imaginaire tyrannique. Et l'homme Picasso était un homme, disons, d'une personnalité autoritaire au sens psychanalytique du terme. Ce qui atténue quelque peu, si vous voulez, cette violence, c'est que ce modèle, en l'occurrence, était sa femme, sa dernière femme, Jacqueline, qu'il a épousée, je crois, dans les années 50. Et ce tableau était vraiment une des
un des derniers, je crois, en fait, que Picasso a peint dans les années 70 ou 80. Alors, nous allons maintenant voir le dernier tableau, qui est juste derrière, et qui fait d'ailleurs une sorte de pendant, celui-là, qui est un tableau d'un artiste contemporain. Donc vous voyez là, le petit panneau explicatif du musée, dissolution et disparition de la figure humaine, ça c'est quelque chose qui effectivement caractérise, une des choses qui caractérise le mieux l'art contemporain. Parce que, en effet, l'art contemporain, s'il n'est pas dans la pure abstraction géométrique, qui commence avec Mondrian, Kandinsky, l'art contemporain a tendance à présenter la chose même. Disons que les deux grands pôles de l'art contemporain, c'est l'abstraction très intellectuelle, très intellectualisée, donc il n'y a plus de forme identifiable, il n'y a que des lignes et des figures géométriques, et puis à l'opposé, vous avez les installations, les performances, c'est-à-dire le corps même ou l'objet même. Et puis évidemment, entre les deux, vous avez toutes les étapes intermédiaires, toutes les stades médiatrices. Alors ici, Picasso a été l'un des derniers portraitistes. De la même façon, Francis Bacon, un Anglais, qui a peint presque uniquement des portraits, ou des corps dans sa vie. Et ce qui caractérise en effet cette peinture, c'est la façon dont elle met à mal la perception que nous pouvons avoir d'un visage ou d'un corps, parce que face à un tableau de Bacon, on ne peut pas s'empêcher de penser aux gueules cassées de l'après-guerre de 1914-1918. Vous savez, ce qu'on appelait les gueules cassées, c'était ces gens qui avaient eu la tête complètement défigurée par un éclat d'obus, par la mitraille, et par ailleurs, cette espèce de déliquescence, au sens étymologique du terme, comme si la chair, au lieu d'être ferme, au lieu de tenir un visage et de faire les traits d'un visage et d'un caractère, comme si la chair commençait à se défaire, à dégouliner, et dans une sorte de mollesse, qui était une mollesse morbide, voyez. Et ça, c'est le trait, la marque de fabrique, on peut dire, le trait caractéristique du style de Bacon, avec aussi une invention de couleur qui est absolument prodigieuse. C'est un virtuose de la couleur. Ici, on le voit moins bien parce que bon, le fond est noir, mais les couleurs du fond de Bacon sont souvent des couleurs absolument merveilleuses, où il retrouve d'ailleurs un certain esprit, presque dire raphaélique. Alors, cette disparition de la figure humaine, évidemment, ne peut pas ne pas nous faire penser à ce qu'il en advient de l'être humain lui-même à l'époque moderne. Vous le savez, nous sommes à une époque où c'est l'être humain qui se trouve lui-même mis en question. Il a souvent été dit que les artistes ne sont pas simplement les interprètes de leur époque, mais à certains égards peuvent annoncer certains mouvements de l'histoire. Et quand on regarde l'art contemporain, on se rend bien compte que ce qui est en crise, ce n'est pas simplement la valeur de l'art, la valeur de la beauté, c'est aussi en fait une certaine présence humaine, c'est aussi une certaine façon dont l'homme se conçoit lui-même. Et à cet égard, évidemment, si ceci est un point d'aboutissement, parce que nous sommes les contemporains de ce type d'art, n'allons évidemment pas croire qu'il s'agisse là d'un achèvement au sens, disons, d'un processus progressif qui aboutirait à la vérité de la peinture. Il n'y a pas de vérité de la peinture en dehors de toute son histoire, laquelle, vous le savez, est parcourue de contrastes, de contradictions. Il est extrêmement difficile de dire des choses générales qui soient vraies à propos de l'art et de la peinture, parce que vous trouvez des exemples de tout. C'est-à-dire qu'il y a une panoplie de tous les styles, de toutes les formes et toutes les couleurs et toutes les figures, si bien que toute proposition générale se voit immédiatement contredite par des contre-exemples. Voilà donc très rapidement, c'est un survol qui est presque honteux parce qu'évidemment vous avez pu voir que à travers les salles que nous avons franchies presque au pas de course, il y a de très très belles œuvres,
Mais enfin, en étant venu donc pour la première fois, je suis venu 2 fois ici, et je me suis arrêté devant ces 14 œuvres, parce qu'elles me semblaient, pas forcément qu'elles soient les plus belles, mais certaines sont tout de même parmi les plus belles, et puis elles marquent tout de même des points de sens qui me semblent particulièrement intéressants à analyser. Bon, au nom aussi des pilotes, bien entendu, je tiens à remercier ici quand même M. Gaudin. J'ai vu que votre attention, en tout cas, prouvait tout l'intérêt de ses propos devant les œuvres. Je rappelle également, et je crois que c'est la première fois qu'il y avait dans ce musée un parcours philosophique. Bon, je rappelle que ça ne se termine pas, puisque cet après-midi, dans un autre volet de Cinéphilo, qui est effectivement l'actualité éditoriale, il y aura la présentation d'un ouvrage de Jean-Marc Delaunay, qui est là derrière, Peinture et société, où il sera bien entendu encore question de ces sujets. Et d'ailleurs, c'est M. Gaudin qui animera cette rencontre. Oui, le livre, c'est Peinture et société. Philosophie. Ah, c'est peinture et philosophie. Voilà. Bien. Écoutez, donc ceux qui le savent.